bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Je vous invite à un voyage lent, enveloppé par le rythme doux de la parole, où les souvenirs d'Ézéchiel s'éveillent parmi les savoirs anciens. Ce récit s'enracine dans les profondeurs du temps, là où le mythe du déluge s'étire comme un pont entre les continents. Ézéchiel, gardien attentif des voix oubliées, murmure l'origine de ces légendes que l'humanité chérit depuis toujours. Dans un monde où Astérion, gardien symbolique des mémoires submergées, veille patiemment sur le flot incessant des récits engloutis, la portée du mythe se déploie en une fresque universelle. Salomé, exploratrice infatigable des traditions universelles, témoigne de la présence étonnante du déluge dans des cultures aussi diverses que celles des Sumériens, des Babyloniens, des Grecs, des Indiens et des peuples amérindiens. Chaque communauté, à sa manière, raconte une histoire d'inondation cataclysmique, reflet d'une tentative collective d'apprivoiser les forces de la nature. Théodore, historien des civilisations oubliées, souligne que la datation approximative de ces mythes remonte à plusieurs millénaires avant notre ère. Ces narrations ont traversé les âges, souvent inscrites sur des tablettes d'argile ou transmises oralement, façonnant un socle commun qui révèle la constance de l'expérience humaine face à la fragilité humaine et à la puissance du cosmos. Les similitudes frappantes entre ces récits nous poussent à envisager une archéologie de la mémoire collective, où la répétition n'est pas redondance, mais résonance. Philomèle, qui scrute avec minutie les significations mythologiques, éclaire la fonction profonde de ces contes. Il ne relate pas simplement une catastrophe naturelle, mais un processus symbolique de purification et de renaissance. Sous l'eau, symbole d'oubli et d'effacement, se cache aussi la promesse du recommencement. Ces eaux-là effacent les fautes, mais révèlent aussi la sagesse qui naît du silence et de la disparition apparente. Gaël, observateur des forces naturelles et cosmiques, nous rappelle que ces récits correspondent souvent à des phénomènes très réels, comme des inondations massives provoquées par des tsunamis ou des crues des grands fleuves. Autant de preuves que le mythe est aussi un témoignage antique des luttes humaines contre les caprices d'un environnement imprévisible. Le mythe du déluge capte alors l'effroi et l'admiration suscités par les éléments, mais également une compréhension profonde des cycles naturels. Cléandre, sage interprète des signes et présages, insiste sur le fait que le mythe regorge de symboles codés qui transcendent le simple récit historique. Dans ces eaux tumultueuses, il lit le passage de l'humanité à une nouvelle ère, un changement d'époque marqué par des épreuves indispensables au progrès collectif. Le mythe devient ainsi un guide pour interpréter l'invisible, un pont entre le tangible et l'inconnu. Mireille, conteuse apaisante des légendes ancestrales, finit toujours par rappeler l'importance de ces récits dans notre sommeil et nos rêves. Ils apaisent l'esprit troublé, ancrent l'humain dans une réalité partagée, où chaque goutte de pluie et chaque flot tumultueux portent la mémoire d'une humanité unie par le récit. Ézéchiel conclut en soulignant que cette lente mélodie du mythe invite à l'écoute attentive, celle qui prépare doucement à la découverte des chapitres suivants, où les histoires de Noé, Utnapishtim, Manu et d'autres figures se dévoileront plus en détail. Ainsi s'achève ce premier murmure, un prélude à la vaste conversation que nous tiendrons avec les mythes anciens, où chaque conteur, chaque gardien de mémoire rejoint l'écho universel du déluge. Un souffle d'eau suspendu dans le temps nous mène vers d'autres horizons, doucement, sans hâte. Les premières traces dans les civilisations anciennes. Il convient de commencer cette exploration par les terrains anciens, où les premières traces écrites du déluge
font leur apparition. Théodore, en sa qualité d'historien des civilisations oubliées, évoque les tablettes sumériennes comme des vestiges fondamentaux. Ces textes, véritables capsules temporelles, révèlent une mémoire humaine profondément ancrée dans l'expérience des catastrophes naturelles. L'épopée d'Utnapishtim, personnage mésopotamien, constitue un exemple prééminent de récit du déluge, conservé dans l'Enuma Elish ainsi que dans l'épopée de Gilgamesh. Salomé, qui se consacre à l'exploration des récits et traditions universelles, souligne que la figure d'Utnapishtim représente un lien entre les mondes mythologiques et humains. Ce survivant du déluge a reçu de la divinité le secret de la vie éternelle, ce qui témoigne d'une conception ancienne du savoir sacré lié aux catastrophes. La mythologie mésopotamienne inscrit ainsi un récit intemporel au creux d'une humanité confrontée aux forces incontrôlables de la nature. Dès lors, ces premières narrations deviennent une sorte de balise pour comprendre la façon dont nos ancêtres conceptualisaient l'univers. Gaël, observateur des forces naturelles et cosmiques, attire l'attention sur la symbolique de l'eau dans ces mythes anciens. L'eau est à la fois source de vie et instrument de destruction, un facteur ambivalent qui participe à maintenir l'équilibre du cosmos. Le déluge, dans cette perspective, ne se limite pas à une inondation quelconque, mais devient un événement cosmologique visant à purifier le monde et à le renouveler. Ces idées se retrouvent dans des fragments de récits sumériens où la colère divine se manifeste sous forme d'un flot dévastateur. Cléandre, le sage interprète des signes et présages, rappelle que ces récits jouaient également un rôle prophétique. Pour les peuples mésopotamiens, la mémoire du déluge contenait des avertissements moraux et des leçons sur la relation entre les hommes et les dieux. La survie d'Utnapishtim, après le catastrophe, est ainsi liée à sa piété et à sa sagesse, ce qui établit un modèle pour les générations futures. Le déluge apparaît alors comme une sanction, mais aussi comme une promesse, la promesse d'un nouveau départ pour l'humanité renaissante. Philomène, analysant des significations mythologiques, précise que ces récits ne doivent pas être interprétés uniquement comme des descriptions historiques ou géographiques. Ils traduisent surtout une élaboration symbolique visant à exprimer des questions fondamentales sur la condition humaine. Le sacrifice, la perte, la résilience et l'espoir forment un canevas riche dans lequel s'inscrivent ces univers mythiques. Ainsi, le rôle de Utnapishtim dépasse la simple chronologie mythologique. Il représente un archétype de la sagesse acquise par l'épreuve. Ézéchiel, narrateur et chroniqueur des mythes anciens, souligne aussi l'importance de la conservation orale et écrite de ces légendes. Avant même que l'écriture cunéiforme ne fixât ces histoires sur l'argile, elles circulaient par la parole, voyageant de génération en génération. Le rôle d'Astérion, gardien symbolique des mémoires flodées, trouve ici une résonance profonde. Cette figure imaginaire incarne la veillée des souvenirs longtemps enfouis sous les eaux, mais toujours prêts à ressurvenir dans la pensée collective. Mireille, conteur apaisant des légendes ancestrales, rappelle que ces histoires avaient aussi pour fonction d'enseigner la prudence vis-à-vis des forces naturelles. La cataclysme du déluge n'était pas seulement un événement passé, il était également envisagé comme une possibilité à redouter. En racontant le récit d'Utnapishtim, les anciens organisaient un rituel mental qui permettait de comprendre l'impermanence des choses et la nécessité d'une sagesse conciliant respect et humilité. Les premières représentations du déluge dans les textes mésopotamiens sont donc bien plus qu'un simple témoignage de crues anciennes. Elles constituent un véritable socle mythologique qui fédère des thèmes fondamentaux de l'existence humaine. Théodore insiste sur la portée universelle de ces récits, qui trouvent écho dans de nombreuses autres cultures et mythologies. Cette convergence invite à considérer le déluge non pas comme une légende isolée, mais comme un emblème de la mémoire collective mondiale. L'étude minutieuse de ces textes
révèle enfin une impressionnante maîtrise narrative et symbolique. Chaque détail, depuis l'arche façonnée par Utnapishtim jusqu'à la colombe envoyée pour chercher la terre ferme, est chargé de sens. Ces éléments traversent les âges, porteurs d'une sagesse passée qui dialogue avec notre présent et prépare le futur. Cette longue tradition mythique demeure un précieux vecteur d'inspiration et d'enseignement. Il est ainsi possible de voir dans ces premières archives écrites une fondation sur laquelle se sont greffées des variations culturelles par la suite. Les influences croisées entre peuples des régions ont enrichi la littérature mythique, donnant naissance à une multiplicité d'interprétations. Mais au cœur de toutes, la figure du déluge conserve sa puissance évocatrice et sa charge symbolique. Elle rappelle que l'humanité, face à la nature, a toujours cherché à comprendre et à transcender ses propres limites. Par cette plongée dans les récits sumériens et mésopotamiens, l'on entre dans un univers où l'histoire côtoie le mythe, où les eaux bouillonnantes expriment à la fois la menace et la promesse. L'attention portée à ces premiers documents permet d'apprécier leur rôle dans la construction d'une mémoire collective profonde. C'est une invitation à poursuivre cette exploration au-delà des frontières temporelles et géographiques, vers d'autres versions du Grand Déluge. À mesure que cette thématique se déploie, il devient essentiel d'observer comment ces mythes se propagent et se transforment dans d'autres civilisations anciennes. La richesse des variations offre un terrain fertile à l'analyse, révélant les modalités différentes par lesquelles chaque culture interprète le phénomène. C'est le chemin que nous suivrons à présent, en laissant derrière nous les rivages mésopotamiens pour aborder d'autres horizons, toujours sous le regard attentif de ceux qui partagent la quête de compréhension de ces récits immémoriaux. Le récit biblique de Noé et son arche Noé est l'un des personnages les plus connus de la tradition biblique, figure centrale d'un récit qui émerveille et questionne depuis des millénaires. Dans ce passage, Mireille invite à revisiter calmement l'épisode où Dieu, déçu par la corruption croissante de l'humanité, décide d'envoyer un grand déluge. Ce choix divin, loin d'être seulement un acte de destruction, symbolise surtout la purification et la possibilité d'un nouveau départ pour la création. Selon la narration biblique, Noé apparaît comme un homme juste, intègre, qui trouve grâce aux yeux de Dieu. Il reçoit alors l'ordre précis de construire une arche, une immense embarcation capable d'accueillir sa famille et un couple de chaque espèce animale. Mireille souligne la minutie des instructions, révélant une structure soigneusement pensée pour la survie future. L'arche devient ainsi un refuge, un temple flottant chargé d'espérance dans l'obscurité des eaux tumultueuses. Ézéchiel, dans ses chroniques anciennes, décrit la force symbolique de cette construction. Elle incarne la sagesse humaine alliée à la volonté divine. L'arche n'est pas simplement un objet matériel, mais un pont entre un monde ancien voué à disparaître et un nouveau monde à naître. Par sa forme et ses dimensions, elle évoque une cocon protecteur, isolant ses habitants du chaos environnant, tout en promettant la continuité de la vie terrestre. Astérion, gardien des mémoires inondées, se concentre sur la dimension universelle du récit. Il rappelle que des mythes semblables apparaissent dans de nombreuses cultures lointaines, comme pour tisser un lien invisible entre les peuples et les époques. La puissance du déluge, l'idée d'une purification par l'eau et la renaissance suivante semblent être des archétypes partagés, témoignant de préoccupations humaines profondes face à la nature et aux événements cataclysmiques. Salomé, exploratrice des traditions universelles, met en lumière les différences et similitudes de ces récits. Par exemple, l'histoire d'Utnapishtim dans l'épopée de Gilgamesh présente un héros qui construit un bateau presque identique, sauvant ainsi les graines de la vie. Dans chaque version, la Grande Crue est à la fois fin et commencement, métaphore des cycles naturels et des transformations indispensables au renouvellement. Théodore,
historien des civilisations oubliées, rappelle que ces contes reflètent aussi une mémoire collective d'inondations réelles qui ont marqué des régions habitées. Entre la Mésopotamie et la Méditerranée, des traces archéologiques suggèrent des catastrophes hydrologiques sévères qui ont pu nourrir ces mythes. Cette convergence entre histoire et mythe enrichit la lecture du récit biblique de Noé, lui donnant une épaisseur supplémentaire. Philomène, spécialiste des significations mythologiques, insiste sur la portée symbolique des personnages et des éléments du texte. Noé représente l'homme qui, par sa fidélité et son obéissance, se distingue au milieu d'une humanité corrompue. L'arche, élément central, devient un microcosme sacré, lieu de transformation où la vie est préservée malgré la volonté destructrice des eaux. Gaël, observateur des forces naturelles et cosmiques, ajoute que le déluge dans la tradition biblique est souvent perçu comme une manifestation de la puissance divine sur les éléments. Les pluies torrentielles et la montée des eaux symbolisent la colère céleste, mais aussi l'ordre cosmique rétabli après le chaos. La durée précise du déluge, 40 jours et 40 nuits, revêt un caractère rituel, associé à des périodes de transformation spirituelle dans de nombreuses traditions. Cléandre, sage interprète des signes, s'attarde sur le rôle de la colombe, envoyée en éclaireuse par Noé après la tempête. Elle revient avec un rameau d'olivier, symbolisant la paix retrouvée et la terre rétablie. Ce moment, souvent évoqué dans l'art et la littérature, suggère la reconnaissance d'un nouveau pacte entre le divin et l'humain, l'arche ayant accompli sa mission de sauvegarde et de réconciliation. Mireille conclut ce passage en insistant sur la dimension apaisante du récit. Sans recours à la dramatisation, elle fait entendre la profondeur du message biblique. Au-delà des catastrophes, il existe une force de résilience et de renaissance. Le texte invite à la contemplation et au repos, déposant doucement l'auditeur dans une ambiance de sérénité et d'espoir. Nous allons maintenant continuer ce voyage à travers d'autres mythes de grandes inondations, enrichissant notre compréhension des liens entre les anciennes traditions, les phénomènes naturels et les imaginaires partagés dans le monde entier. Mythes grecs et romains du déluge. Salomé prenait souvent le temps d'étudier les récits anciens avec une curiosité méthodique. Parmi ces légendes, le mythe de Deucalion et Pyrrha occupait une place centrale, révélant à la fois les craintes et les espoirs des civilisations grecques face aux forces naturelles. Elle racontait comment, selon la tradition, Zeus, exaspéré par la dégénérescence des hommes, décida de purifier la terre par un déluge. Seuls furent épargnés Deucalion et Pyrrha, un couple pieux qui, grâce à une arche providentielle, survécurent à l'inondation qui submergea le monde entier. Les détails de cette histoire nous parviennent grâce à Théodore, l'historien des civilisations oubliées, qui retranscrit les versions originales gravées dans les textes antiques. Le récit précise que le couple, après la décrue, consulta l'oracle de Thémis afin de repeupler la terre désormais dévastée. L'oracle leur donna pour instruction de jeter derrière eux les eaux de leur mère. Interprétant ces paroles, Deucalion et Pyrrha comprirent que leur mère désignait la terre, et ses os, les pierres. En jetant ces pierres, les hommes et les femmes renaissaient, symbolisant ainsi la régénération par la nature même. Cette version grecque se distingue par une forte dimension symbolique et un appel à la responsabilité humaine face aux erreurs passées. Salomé aimait insister sur cette lecture morale, qui diffère des récits plus explicites de catastrophes. L'accent mis sur la purification et la renaissance traduit une vision du monde où la nature, bien que cruelle, demeure un agent de renouveau perpétuel. Philomène, l'analysante des significations mythologiques, soulignait souvent que ce mythe illustre aussi le lien indissoluble entre l'humain et la terre, démontrant que la survie dépend de la compréhension et du respect de son environnement. Par ailleurs, dans la tradition romaine,
la narration s'adapte et change avec les contingences culturelles. Gaël, l'observateur des forces naturelles et cosmiques, expliquait que dans ses récits, notamment ceux liés à Rémus et Romulus, le déluge prenait parfois un rôle moins central. Mais les histoires de destruction massive par les eaux étaient conservées sous une forme différente. Plusieurs auteurs romains mettent en avant une fatalité divine qui cherche à corriger une société corrompue, tout comme dans le mythe grec, mais insistent davantage sur la restauration de l'ordre social à travers la fondation de Rome. Cléandre, sage interprète des signes et présages, rappelait que cette adaptation romaine témoignait d'une volonté d'ancrer la catastrophe dans un contexte aussi historique que politique. Le déluge devenait ainsi une métaphore des bouleversements sociaux et des dangers de la décadence morale. Une façon indirecte d'enseigner les vertus de discipline et de loyauté. Mireille, conteur apaisant des légendes ancestrales, concluait souvent que malgré ces modifications, les valeurs essentielles restaient semblables, les mythes servant de certificat moral et de leçons pour les générations futures. Les différences culturelles entre les versions grecques et romaines révèlent pourtant un noyau commun. Salomé insistait sur l'idée que, quelle que soit la culture, le déluge symbolisait un changement massif et souvent terrifiant, suivi d'une opportunité de réhabilitation. La mémoire de ces récits dans des civilisations aussi éloignées montre que la peur des catastrophes naturelles et la nécessité de recommencer étaient des préoccupations universelles. Ézéchiel, narrateur et chroniqueur des mythes anciens, rappelait souvent que ces mythes transcendaient le simple récit pour devenir des outils de compréhension du monde. Astérion, gardien symbolique des mémoires flodées, soulignait que la répétition de ces histoires à travers le temps et l'espace suggérait aussi une connexion collective avec les forces de la nature. Chacune de ces épopées se fait l'écho d'événements réels qui ont marqué la mémoire humaine, tels que des crues majeures ou des tsunamis qui furent interprétés à travers le prisme du sacré et du mystique. Les récits servaient alors à transmettre non seulement un savoir, mais aussi un avertissement à ceux qui viendraient après. Ainsi, la légende de Deucalion et Pyrrha, en s'entrelaçant avec d'autres versions antiques, illustre la complexité d'une humanité cherchant à comprendre son environnement. Salomé appréciait particulièrement la manière dont ces mythes incarnaient une sagesse intemporelle, la nécessité d'écouter les signes de la nature, d'apprendre de ses erreurs et de toujours envisager la possibilité d'un renouveau. Leurs messages, simples en apparence, gagnent en profondeur lorsqu'on les observe dans le contexte des croyances et des pratiques anciennes. Le rôle de Théodore dans cette perspective était essentiel pour recoller ces fragments épars. Grâce à ses recherches, la lecture des textes anciens permet d'éclairer non seulement le contenu narratif, mais aussi la fonction sociale de ces contes. Chaque version, qu'elle soit hellénique ou latine, servait à renforcer la cohésion de la communauté en promouvant des valeurs telles que la prudence, la piété et la persévérance. Ces mythes invitaient à une réflexion sur les limites humaines face aux forces qui les dépassaient. Philomène ajoutait que l'étude des mythes du déluge offrait aussi une fenêtre précieuse sur la psychologie collective, révélant comment les hommes d'antan interprétaient les catastrophes naturelles non comme des hasards, mais comme des événements chargés de sens. La cause divine, plus que la simple fatalité naturelle, y dominait, conférant à cette histoire une dimension morale et existentielle. Le couple Deucalion et Pyrrha incarne alors davantage qu'une survie physique, une renaissance spirituelle et culturelle. Les représentations romaines, quant à elles, suggéraient que la civilisation elle-même renaît toujours de ses cendres, malgré les défis et les crises. Gaël insistait sur cette idée en évoquant les cycles cosmiques et naturels qui influencent toutes choses. La fluidité des eaux symbolisait autant le chaos que la purification. Cléandre notait que ce symbolisme devient un outil de contrôle social, rappelant que le respect des lois divines et humaines
est indispensable à la pérennité de la société. Astérion, fidèle à son rôle, considérait que la mémoire collective ne pouvait être effacée, même lorsque les cataclysmes semblaient tout détruire. Les mythes conservaient vivantes les leçons du passé, assurant que le savoir ne disparaisse pas avec les ruines. Dans chaque version, les valeurs de courage, d'humilité et d'endurance resplendissent, enseignements dont la pertinence traverse les âges. Mireille veillait à toujours transmettre ses récits avec une voix douce, apaisante, invitant à une écoute contemplative. C'est ainsi que ces histoires anciennes, racontées sans excès d'émotion ni dramatisation, s'imposent comme des ponts entre les générations, entre les peuples et entre les mondes naturels et humains. Salomé, dans ses explorations, revenait souvent sur ce point. Le mythe du déluge est une méditation tranquille sur la fragilité et la résilience, sur la fin et le commencement. Une invitation silencieuse à accepter l'impermanence tout en cultivant l'espoir. Cet héritage commun révèle que, malgré la diversité des cultures et des époques, les hommes ont toujours cherché à structurer leur expérience face au mystère des grandes eaux. Leurs réponses, matérialisées par ces récits, se répondent et se complètent, formant un tissu mythologique riche et complexe. Ézéchiel continuait à compiler ces fragments, offrant une source inépuisable de connaissances pour qui souhaitait comprendre le poids et la portée de ces légendes. Alors que les eaux se retirent doucement des mémoires humaines, les récits de Deucalion et Pyrrha, comme ceux plus tardifs des Romains, persistent, rappelant sans cesse que chaque catastrophe porte en elle la promesse d'une renaissance. La nature, dans son immensité, impose à l'homme des épreuves, mais lui donne aussi les moyens d'y répondre. Une leçon dont l'actualité résonne encore fortement dans notre monde contemporain. Cette perspective apaisante souligne que le déluge, loin d'être uniquement un cataclysme effrayant, est également source d'un enseignement profond. Cléandre et Mireille œuvraient ensemble pour que ces histoires, éloquentes et mesurées, continuent d'enrichir la conscience collective, accompagnant les auditeurs dans une réflexion tranquille. Leur voix emmène lentement vers une compréhension harmonieuse des mystères anciens, préparant le terrain pour la suite de notre voyage à travers les mythes antiques. Perspective hindoue et asiatique. Philomène examine avec une attention particulière les récits anciens évoquant les grands déluges liés à la civilisation indienne et aux traditions asiatiques. Depuis des millénaires, ces mythes reflètent non seulement les inquiétudes humaines face aux forces naturelles, mais aussi une profonde symbolique cosmique. L'histoire de Manu, figure emblématique dans la mythologie indienne, s'inscrit dans cette trame. Selon les textes védiques, Manu serait l'ancêtre de l'humanité, sauvé lors d'une catastrophe d'envergure comparable à un déluge universel. Cette figure, bien que détachée de toute dramatisation excessive, incarne une sagesse et une anticipation clairvoyante face aux menaces de la nature. Ézéchiel rappelle que dans les récits traditionnels, Manu reçoit un avertissement divin par l'intermédiaire d'un poisson sacré, qui lui conseille de construire un bateau robuste. Cette consigne souligne une confiance accordée à la connaissance naturelle et cosmique, un savoir transmis par les dieux eux-mêmes. L'évocation de ce poisson dépasse la simple curiosité. Il agit comme un gardien symbolique de la survie humaine et de la continuité de la vie. Ainsi, l'Odyssée silencieuse de Manu sur les eaux démontre un lien étroit entre l'homme, la nature et le cosmos. Une relation où la prudence et l'écoute des signes prennent une importance capitale. Philomène souligne que dans ces traditions hindoues, l'eau océanique n'est pas seulement un agent de destruction, mais aussi un vecteur de purification et de renaissance. Gaël complète cette analyse en rappelant que les forces naturelles, incarnées par ce déluge, représentent un cycle inévitable de renouvellement. La montée subite des eaux scelle non pas une fin ultime, mais un seuil de transition entre un monde ancien et une ère nouvelle,
marqué par la sagesse et l'harmonie retrouvée. L'idée d'un cataclysme purificateur est ainsi universelle et trouve ses échos dans nombre de mythes asiatiques, où la destruction est un passage nécessaire. Dans la tradition mésopotamienne proche, que Théodore rappelle comme un voisin immédiat des cultures indiennes, des figures comme Utnapishtim incarnent ce même schéma mythologique. Cet homme sauvé des eaux par les dieux, dont la mission est de repeupler la terre après l'inondation, symbolise la préservation de la vie dans sa forme la plus pure. L'archétype de Manu en Inde et d'Utnapishtim en Mésopotamie illustre la capacité humaine à résister au chaos cosmique grâce à la sagesse, à la préparation et à une communication divine. Ces mythes ne rivalisent pas, mais se complètent, tissant une toile complexe de symboles universels. Salomé apporte une réflexion sur la diversité des récits asiatiques. La mythologie chinoise et japonaise, bien que moins explicitement centrée sur un déluge mondial, propose des légendes où des inondations locales jouent un rôle essentiel dans la formation du monde et de l'ordre social. La déesse Nuwa, en Chine, est souvent associée à la réparation du ciel après une catastrophe aqueuse. Cette image d'une divinité réparatrice souligne l'importance accordée à la restauration et à la protection de l'harmonie entre le ciel et la terre. Ainsi, le mythe ne se limite pas à un récit de catastrophe, mais devient une métaphore du rétablissement et de la continuité. Cléandre, auquel on confie l'interprétation des signes dans ces anciennes civilisations, insiste sur la fonction présomptueuse de ces mythes. Ils encouragent à l'observation attentive des phénomènes naturels et sociaux. Le déluge ne surgit jamais sans signe préalable, souvent enregistré dans des récits oraux et dans des symboles anciens. Cette vigilance face aux éléments enseigne à la société ancienne la nécessité du respect envers les lois naturelles et le cosmos. Un message toujours d'actualité même dans notre modernité. La connaissance et la prudence deviennent alors le meilleur rempart contre les catastrophes. Mireille conclut ce passage en évoquant la transmission progressive de ces légendes. Leur diffusion dans les cultures asiatiques atteste d'une vaste tradition d'échange et de partage d'idées sur la nature des forces cosmiques. Ces mythes ont traversé les frontières, s'adaptant aux contextes culturels variés, sans pour autant perdre leur essence profonde. Ils invitent pour chacun à une méditation silencieuse sur notre place dans l'univers et sur notre relation avec les cycles immuables de la vie et de la mort. Leur calme récit apaise, préparant l'esprit à accueillir des vérités à la fois profondes et universelles. L'analyse minutieuse de Philomène pousse à considérer le déluge non comme un événement isolé, mais comme un symbole complexe où se mêlent peur, respect et espoir. Le rôle joué par Manu dans la tradition indienne illustre une sagesse ancienne qui allie prévoyance et humilité. De même, la conciliation des mythes asiatiques évoque un équilibre entre destruction et régénération, un thème cher aux civilisations qui ont vu en l'eau un pouvoir sacré. Cette vision invite à percevoir la nature comme une force capable d'épreuves, mais aussi d'un profond renouvellement. Ainsi, l'écho des inondations cosmiques dans les traditions hindoues et asiatiques révèle une quête éternelle de compréhension du monde et de notre place dans le cosmos. Par l'étude comparée des mythes, on décèle une mémoire collective universelle où l'eau agit à la fois comme destructrice et source de vie. Ce voyage dans les récits anciens incite à l'observation, à la réflexion et à une acceptation pacifique des cycles naturels. Laisser à ces histoires leur calme et leur profondeur, c'est offrir une passerelle entre le passé mythique et la conscience présente, préparant doucement le terrain pour la suite de notre exploration. Le rôle des forces naturelles dans le mythe. Le ciel s'assombrit parfois sous le poids des nuages lourds, annonçant que les forces naturelles se préparent à révéler leur puissance. Gaël, en observateur attentif des phénomènes cosmiques, raconte que les mythes de déluge autour du globe trouvèrent souvent leur origine dans ces caprices climatiques et géologiques.
Il invite à considérer que les récits anciens n'étaient pas de simples constructions imaginaires, mais plutôt des tentatives humaines pour comprendre des événements parfois cataclysmiques. L'inondation est l'un des phénomènes naturels les plus universels. Elle peut survenir lentement au fil des saisons, quand des pluies abondantes remplissent les rivières, ou brutalement suite à la rupture d'un barrage naturel ou artificiel. Les populations anciennes, vivant près des fleuves et des lacs, furent souvent témoins de ces transformations dévastatrices. Salomé, exploratrice des traditions, souligne que l'histoire témoigne d'inondations massives qui ont profondément marqué les sociétés humaines. Par exemple, les grandes plaines fluviales telles que le delta du Nil ou la vallée de l'Indus connurent des crues répétées qui renouvelèrent les sols, mais qui purent aussi détruire villes et cultures. Ces réalités naturelles furent probablement à la base de nombreuses histoires de déluge, où l'eau symbolise à la fois la destruction et la régénération. Théodore, historien des civilisations oubliées, rappelle que les textes sumériens détaillent des crues catastrophiques survenues il y a plusieurs millénaires. Ces documents anciens décrivent un homme appelé Utnapishtim, sauvé du déluge par un dieu qui le prévint d'un raz-de-marée qui submergerait la terre. La mer joue également un rôle primordial dans ces mythologies. Gaël mentionne les tsunamis, ces vagues géantes provoquées par des séismes sous-marins. Certainement, dans certaines régions, la terre trembla violemment suivie d'un reflux violent de l'océan. Astérion, gardien symbolique des mémoires flodées, conserve dans le silence de son rôle imaginaire ses souvenirs enfouis dans la conscience collective. La mémoire des tsunamis peut s'être transmise au fil du temps comme une légende d'un déluge soudain venu du ciel. En Polynésie, par exemple, des chants anciens évoquent des événements où la mer aurait submergé les îles. Ces témoignages oraux font écho à ce que les scientifiques identifient comme des épisodes historiques, éclairant le lien entre expériences vécues et récits mythologiques. Cléandre, sage interprète des signes, analyse comment les climatologues modernes expliquent certaines variations climatiques survenues il y a plusieurs siècles. Entre 150 ans avant notre ère et 100 ans après, la Terre connut ce que certains appellent un petit âge glaciaire. Cette période, marquée par des températures plus froides et des précipitations variables, affecta les récoltes et la vie quotidienne de nombreuses populations. On peut supposer que ces réalités climatiques incitèrent les hommes à imaginer une colère des cieux traduite dans les légendes de pluie diluvienne. La peur de voir les terres habitées englouties fut un puissant moteur de mythification. Mireille, conteur apaisant des légendes ancestrales, insiste sur le fait que la mémoire collective a toujours cherché à transmettre avec douceur ces histoires. Elle n'était pas destinée à effrayer gratuitement, mais à rappeler la fragilité du vivant face aux forces de la nature. Dans le bassin méditerranéen, le mythe de Deucalion et Pyrrha illustre cette inquiétude ancienne, relatant un déluge provoqué par Zeus pour punir la méchanceté des hommes. Garant de la sagesse, ces récits mêlent moralité et observation du monde, offrant des leçons sur la coexistence avec l'environnement. Philomèle, analysant des significations mythologiques, observe que ces histoires ont souvent plusieurs couches symboliques. L'eau, dans ces contes, représente à la fois la purification et la menace. Il est intéressant de constater que, malgré la diversité culturelle, les mythes de déluge se retrouvent sur tous les continents, des Amériques à l'Asie, en passant par l'Australie. Ainsi, ils témoignent d'un vécu partagé, d'un souvenir profondément ancré dans le vécu humain. La répétition des motifs, tels que la construction d'un navire ou la sélection d'êtres destinés à survivre, montre une volonté universelle de vaincre les catastrophes naturelles par la sagesse et la préparation. Ézéchiel, narrateur et chroniqueur des mythes anciens, rappelle que ces récits ne doivent pas être vus uniquement comme des fictions, mais comme des archives vivantes reflétant l'interaction ancienne
entre l'homme et son milieu. Selon lui, chaque légende contient une parcelle d'histoire naturelle portée par la tradition orale. Cette vérité offre une richesse inestimable à l'étude des civilisations. Il est fascinant de constater que les lieux où des légendes de grandes inondations sont présentes correspondent souvent à des zones géographiques sujettes à des catastrophes hydrométéorologiques. La science moderne soutient cette hypothèse. Des données géologiques révèlent des traces d'inondations exceptionnelles, parfois liées à la fonte rapide des glaciers après la dernière ère glaciaire, il y a environ 10 000 ans. Gaël souligne que ces épisodes eurent un impact considérable sur les déplacements des populations humaines et la transformation des paysages. Ces changements violents furent mémorisés dans les traditions comme des épisodes divins ou mythologiques, renforçant la force narrative des mythes de déluge. Salomé apprécie la manière dont les différentes cultures ont adapté le thème du déluge aux conditions locales. En Inde, les textes anciens comme les Védas parlent d'un sage appelé Manu qui fut averti d'un déluge par un poisson géant. Cette histoire reflète une éventuelle crue massive dans la région en marge des montagnes de l'Himalaya. Au même moment, en Grèce antique, le mythe de Deucalion s'imbrique dans l'héritage polythéiste, marquant la relation entre divinité et éléments naturels. La comparaison de ces récits fait ressortir un dialogue universel autour des phénomènes d'eau extrêmes. Les études actuelles sur les sédiments montrent que certaines zones comme le Bosphore ou le golfe Persique ont été submergées par des montées rapides des eaux. Ces événements ont pu précipiter l'écriture et la transmission des légendes antiques. Théodore met en lumière que ces déformations du paysage profondément marquèrent les premières grandes civilisations. Elles comprenaient que les forces naturelles possèdent une puissance que l'homme ne peut que respecter. D'où la naissance d'histoires qui cherchaient à expliquer et à dompter l'inquiétude collective par le récit. Philomèle complète cette analyse en évoquant la symbolique récurrente de l'arche dans ses récits. Ce bateau sacré, refuge des êtres sélectionnés, dessine une image d'espoir et de renaissance. Il représente aussi un lien entre ciel et terre, entre humain et divin. L'arche est donc une métaphore pour la survie face à l'adversité naturelle. Un symbole puissant dont la signification transcende les cultures et les époques. Cette constante mythologique révèle le besoin profond de conserver la mémoire face à la menace de la disparition. Cléandre réfléchit aux raisons pour lesquelles ces mythes continuent à captiver les esprits modernes. Il considère que, malgré la compréhension scientifique des phénomènes naturels, l'imaginaire humain reste attiré par ces histoires qui évoquent la vulnérabilité et la résilience. Le déluge, en tant que représentation collective, demeure une image universelle de la transformation, mélangeant destruction et renouveau. Ce facteur contribue à pérenniser les récits dans la conscience populaire, qu'ils soient racontés par les aînés ou étudiés par les chercheurs. Mireille conclut que ces légendes nous invitent à une contemplation paisible des forces qui régissent notre planète. Elles nous rappellent la modestie nécessaire face aux éléments et la richesse que procure leur observation attentive. Ainsi, entendre ces histoires au creux de la nuit, dans un calme propice à la réflexion, aide à intégrer les leçons du passé. Par cette harmonie entre science et tradition, nous approchons un savoir plus profond sur notre place en ce monde, un savoir que les mythes anciens n'ont cessé d'enseigner. Pour terminer, Gaël prépare un passage délicat vers l'étude plus précise des figures humaines et mythiques associées au déluge, qui seront au cœur de la prochaine narration. Cette exploration, menée avec rigueur et douceur, promet d'enrichir notre compréhension des récits et de leur portée à travers le temps et les cultures. La nature et l'homme y tissent ensemble une histoire éternelle, que nous découvrons encore aujourd'hui avec émerveillement. Figure symbolique associée au déluge. Dans le silence du temps,
Ézéchiel s'installe pour partager les récits enveloppés par les âges, ces histoires qui parlent du déluge universel. Il évoque Astérion, ce gardien symbolique des mémoires englouties, une figure immobile entre les flots du passé et les courants du présent. Astérion conserve en son cœur l'essence des légendes noyées, assurant la transmission des savoirs anciens, alors même que les eaux emportent tout sur leur passage. Salomé, guidé par sa curiosité, explore les récits et traditions universelles, cherchant les échos communs qui résonnent à travers les continents. Elle remarque qu'elles proviennent des terres mésopotamiennes, indiennes ou grecques, ces histoires possèdent un fil conducteur, une trame commune qui parle à l'humanité dans son entier. Cette unité révèle un besoin fondamental de comprendre et d'expliquer les forces incommensurables de la nature. Théodore, dont le regard scrute les vestiges des civilisations oubliées, ajoute une perspective historique au mythe. Il souligne que le déluge est souvent lié à des catastrophes réelles, telles que des inondations massives ou des changements climatiques sévères, événements marquants qui ont bouleversé les sociétés anciennes. Ces récits deviennent alors des archives métaphoriques, enregistrant les leçons du passé, les peurs et les espoirs des peuples à travers les âges. Philomèle rapproche ces contes vers des significations plus profondes, analysant leur dimension symbolique. Pour elle, le déluge n'est pas simplement un désastre. Il incarne aussi l'idée d'un renouveau, d'une purification. L'eau, élément paradoxal, détruit et nettoie, mettant fin à une ère pour permettre la naissance d'une autre. Cette interprétation traversant les cultures inspire une réflexion sur la transformation et la continuité de la vie. Gaël, observateur attentif des forces naturelles et cosmiques, observe comment les mythes du déluge s'articulent aussi autour de phénomènes célestes. Certaines traditions relient ces inondations à des astres ou des cycles cosmiques, rencontrant la notion d'une influence extérieure, plus vaste que la simple Terre. Ces liens renforcent l'idée que le déluge est un événement d'une ampleur universelle et intemporelle. Cléandre, sage interprète des signes et présages, unit ses observations en un discours cohérent. Il décrit Astérion non seulement comme le gardien des histoires, mais aussi comme un pont entre le monde visible et l'invisible. Par son silence et sa mémoire, il préserve les fragiles équilibres entre l'oubli et le souvenir, entre l'effacement et la transmission. Sa présence invite à écouter attentivement, à percevoir ce que le déluge cache sous son calme trompeur. Mireille, conteur apaisant des légendes ancestrales, conclut ce cercle de la sagesse par une voix douce, évoquant la manière dont ces récits peuvent accompagner le sommeil, apaiser l'esprit et offrir un refuge. Elle souligne le pouvoir des mythes non comme des cauchemars à fuir, mais comme des récits porteurs de sens, une manière pour l'âme de se reconnecter au rythme profond du monde. Ensemble, ils offrent un panorama complet, où chaque personnage apporte une pierre à l'édifice d'une compréhension enrichie. Le mythe du déluge cesse d'être simple histoire de destruction pour se révéler comme un mécanisme complexe de mémoire collective. Cette exploration invite à regarder au-delà des apparences, à percevoir les interconnexions entre le visible et l'invisible, entre la nature et la culture. Ainsi s'achève ce passage, portant en lui une invitation silencieuse à poursuivre le voyage. Sous le regard d'Astérion, les eaux du temps se calment, préparant l'aube d'une nouvelle révélation à découvrir dans le chapitre suivant. Éléments communs et différences dans les récits mondiaux. Ézéchiel débute son récit en rappelant que l'idée d'un déluge universel traverse les continents et les époques, évoquant une mémoire collective de grands bouleversements naturels. Selon Astérion, gardien symbolique des mémoires englouties, ces histoires partagent des motifs similaires, témoins d'une expérience humaine commune face aux forces de la nature. Il évoque la présence quasi constante d'un héros sauveur, appelé différemment selon les cultures, mais dont le rôle
consiste à préserver la vie et à assurer la continuité après la catastrophe. Salomé, exploratrice des traditions dispersées dans le temps et l'espace, souligne que les récits partagent une structure essentielle. Une montée des eaux causée par la colère divine ou un déséquilibre naturel, une destruction presque totale de l'humanité et une renaissance possible grâce à un survivant souvent accompagné de membres de sa famille et d'espèces animales. Ces éléments sont retrouvés chez les Sumériens avec Utnapishtim, chez les Hébreux avec Noé, chez les Grecs avec Deucalion ou encore auprès des Hindous avec Manu. Théodore, historien passionné des civilisations oubliées, rappelle que ces récits ne sont pas de simples légendes isolées, mais reflètent souvent des événements historiques réels exacerbés par le temps et la dimension symbolique. Il fait référence aux inondations massives générées par des variations climatiques survenues à différentes périodes ou à la montée des mers suite à la fonte des glaciers après la dernière ère glaciaire. Ces événements ont pu nourrir l'imaginaire humain et donner naissance à ces mythes universels. Philomèle, s'interrogeant sur la dimension symbolique des récits, évoque la peur ancestrale de la destruction totale et le besoin vital de recréer un ordre harmonieux. La figure du sauveur représente souvent l'espoir placé dans la sagesse et l'obéissance aux lois divines ou naturelles. Chaque histoire révèle ainsi un enseignement moral ou spirituel, invitant à la réflexion sur la justice, la punition et la rédemption au sein des sociétés humaines. Gaël, observateur des phénomènes naturels et cosmiques, complète cet aperçu en expliquant que les mythes de déluge s'enracinent aussi dans des réalités physiques, telles que les tsunamis, les crues de grande ampleur ou les catastrophes atmosphériques. La puissance destructrice de l'eau est perçue comme une force capable de purifier et de renouveler la Terre, ce qui confère au récit une double fonction: témoigner d'un passé turbulent et proposer une vision cyclique du temps et de l'histoire. Cléandre, sage interprète des signes et présages, ajoute que les mythes du déluge servent aussi d'avertissement. Ils symbolisent une rupture engendrée par les excès humains, comme la corruption, l'orgueil ou la violence démesurée. La catastrophe est présentée comme une conséquence inévitable de ce déséquilibre, invitant à plus d'humilité et de respect envers les lois supérieures, qu'elles soient d'ordre divin ou cosmique. Ces récits tentent ainsi à renforcer la cohésion sociale par la peur et l'espoir mêlés. Mireille, conteuse apaisante, conclut cette exploration en rappelant que malgré leurs différences culturelles apparentes, ces légendes possèdent une unité profonde. Elles expriment un imaginaire commun chargé de métaphores ancestrales sur la fragilité de la condition humaine et la nécessité d'une sagesse renouvelée à chaque époque. Elles apaisent également les craintes existentielles en proposant un récit d'espérance où après la destruction vient toujours la renaissance. Ézéchiel souligne que cette unité des motifs révèle aussi l'interconnexion des civilisations par le biais des échanges ou des migrations anciennes. La diffusion de ces récits témoigne d'un dialogue millénaire entre les peuples, même distants géographiquement, qui ont partagé une vision commune des périls liés à la nature et à l'ordre cosmique. Cette continuité invite enfin à une lecture transculturelle des mythes, plus riche et plus nuancée. Chaque récit apporte des nuances propres aux contextes locaux. Par exemple, dans la tradition mésopotamienne, Utnapishtim reçoit l'ordre de construire un bateau selon des dimensions précises et affronte un déluge causé par les dieux eux-mêmes. Chez les Grecs, Deucalion et sa femme Protée survivent aux eaux déchaînées en construisant un coffre flottant symbolisant la résilience humaine. La diversité des détails illustre la richesse des imaginaires malgré des schémas communs. Salomé souligne également que certains mythes insistent davantage sur la purification rituelle après le déluge, illustrant un retour à l'état originel propice à l'instauration d'un nouvel ordre. Ce thème se retrouve notamment dans les traditions hindoues avec Manu, élu par une incarnation divine, et dans les légendes amérindiennes
qui associe le déluge à des cycles cosmiques. L'eau apparaît alors comme un élément sacré, porteur de vie et de transformation. Philomène observe que la dimension éthique est souvent au cœur du récit. Le déluge sanctionne les comportements déviants et prépare la rédemption d'une humanité renouvelée. Cette idée traverse les cultures avec des variantes, mais toujours avec une référence à une justice supérieure. Elle invite à méditer sur la responsabilité collective et le fragile équilibre entre l'homme et son environnement. Thème toujours d'actualité. Gaël ajoute que certains chercheurs pensent que ces mythes pourraient aussi refléter des phénomènes astronomiques, comme la chute d'un corps céleste à l'origine d'une inondation massive. Cette hypothèse donne une nouvelle perspective au récit, liant leur origine à des événements tangibles mais dramatiquement interprétés avec l'imaginaire de chaque peuple. Ainsi, l'alliance du réel et du symbolique forge la force durable de ces histoires. Cléandre insiste sur le fait que la lecture des mythes doit prendre en compte leurs fonctions sociales et politiques. Le récit du déluge sert à asseoir l'autorité religieuse et morale en montrant que tout ordre humain est soumis à des lois supérieures. Il rappelle que les mythes ne sont pas figés, mais se transforment et s'adaptent aux besoins des sociétés, conservant malgré tout un noyau commun reconnaissable d'un monde à l'autre. Mireille invite à écouter ces histoires avec une attention tranquille, comme on le ferait d'une leçon du passé portée par la voix des anciens. Elle rappelle que ces récits participent à la sagesse collective, qui aide à mieux comprendre les crises actuelles liées au climat ou aux catastrophes. En les redécouvrant, nous renouons avec une conscience partagée des limites humaines et de la nécessité de préserver notre planète. Ézéchiel conclut que l'étude comparée des mythes du déluge ouvre une fenêtre précieuse sur la psychologie humaine et l'histoire des civilisations. Ce croisement des connaissances enrichit notre regard sur le rapport entre l'humain, la nature et le sacré. Il invite à poursuivre cette exploration dans le calme et le respect des voix anciennes, lesquelles résonnent encore dans notre imaginaire collectif. Il est temps maintenant d'aborder la prochaine étape de cette traversée, où seront examinées les réflexions philosophiques et les interprétations modernes qui découlent de ces mythes anciens. Le fil conducteur se maintient entre tradition et actualité pour mieux comprendre les histoires que les hommes se racontent pour donner sens à leur destin. Interprétation psychologique et culturelle moderne. Philomène ouvre la réflexion en examinant la portée actuelle du mythe du déluge, considéré depuis longtemps comme une métaphore puissante aux multiples facettes. Selon elle, ce récit ancestral dépasse la simple narration d'un cataclysme. Il sert de miroir à la conscience collective de l'humanité, reflétant les angoisses et les espoirs liés à la transformation et au renouveau. Elle rappelle que, de l'Égypte ancienne aux Amériques précolombiennes, de la Mésopotamie à la Scandinavie, les versions du déluge partagent des éléments communs, ce qui atteste d'un besoin universel de comprendre les cycles de destruction et de renaissance. À ses côtés, Ézéchiel souligne que la symbolique de purification, omniprésente dans ces mythes, manifeste une aspiration à débarrasser le monde de ses excès et de ses impuretés. Pour lui, cette idée s'inscrit dans une dynamique psychologique où les sociétés s'efforcent de se renouveler moralement et spirituellement en se confrontant à des catastrophes symboliques. Il mentionne notamment le récit mésopotamien d'Utnapishtim, survivant choisi pour perpétuer la vie, ce qui illustre l'espoir d'une continuité malgré le chaos. Philomène poursuit en évoquant l'impact du mythe sur la mémoire collective contemporaine. Elle explique que, même lorsqu'il est dénué de contexte religieux, le déluge conserve une force évocatrice, nourrissant notre imaginaire et notre rapport aux éléments naturels. Gaël appuie cette interprétation en observant les liens profonds entre les récits du déluge et les forces cosmiques que l'homme ne maîtrise pas, comme les inondations ou les tempêtes, exprimant ainsi l'humilité
face à la nature. Cette perspective permet de réconcilier la dimension spirituelle avec une compréhension écologique et scientifique. Salomé explore les différents usages culturels du mythe dans les traditions modernes et anciennes. Elle note que certaines communautés voient dans ces récits des enseignements sur la résilience, la sagesse à reconnaître les signes avant-coureurs et la nécessité d'adopter des comportements responsables. Cléandre complète cette analyse en interprétant les symboles du déluge comme autant de présages invitant à une vigilance accrue, non seulement sur le plan individuel, mais aussi collectif, afin de prévenir des crises écologiques ou sociales. L'approche historique de Théodore enrichit cette lecture en replaçant le mythe dans le contexte des civilisations disparues. Il rappelle que nombre d'entre elles ont subi de véritables inondations ou des cataclysmes climatiques qui ont marqué durablement leur culture. Ces événements réels ont vraisemblablement nourri les légendes du déluge, lesquelles ont pris auteur après auteur une dimension symbolique pour exprimer des notions de fin et de recommencement. Cette double origine factuelle et imaginaire confère au mythe une profondeur et une complexité remarquables. Philomèle revient au cœur du symbolisme, insistant sur la notion de transition offerte par le déluge. Elle perçoit dans ce motif une invitation à l'introspection, où l'ordre ancien est détruit pour permettre l'émergence d'un monde neuf. La figure de Noé, dans la tradition judaïque, ou celle de Manu chez les hindous, incarne cette idée de passage initiatique. Leurs récits illustrent une étape nécessaire à l'évolution humaine, marquée par la sauvegarde d'un savoir essentiel et l'espérance dans l'avenir. Mireille tempère ce discours en rappelant l'importance du calme et de la douceur dans la transmission de ses contes. Elle insiste sur leur rôle apaisant, souvent diffusé au moment du repos nocturne, pour inviter à une réflexion tranquille et rassurante sur les forces qui nous dépassent. Selon elle, loin d'être des histoires traumatisantes, ces légendes façonnent une conscience collective capable d'accueillir l'incertitude de l'existence avec sérénité. Gaël souligne également la constante évolution des interprétations, fruit des progrès scientifiques et des dialogues culturels. Aujourd'hui, le déluge n'est plus uniquement perçu comme une punition divine, mais aussi comme une métaphore écologique illustrant la fragilité de l'équilibre terrestre. Cette lecture réactualise le mythe en le reliant aux défis contemporains, comme le changement climatique ou la perte de biodiversité, ce qui le rend d'autant plus pertinent face aux crises globales. Cléandre met en lumière la richesse des symboles contenus dans le déluge, tels que l'arche, figurant la protection, ou l'arc-en-ciel, signe de la paix retrouvée. Ces images se retrouvent dans de nombreuses cultures, témoignant d'une mémoire partagée au-delà des frontières. Il rappelle que ces signes sont des encouragements à la persévérance et au respect, engagements qui résonnent profondément dans notre temps. Philomèle conclut son analyse en insistant sur l'importance de ne pas réduire le mythe à une simple curiosité historique. Elle affirme que comprendre ces différentes couches de sens nous permet de mieux appréhender nos propres psychés et les défis auxquels nous sommes confrontés. Cette conscience collective intégrée informe notre rapport au passé tout en éclairant nos choix futurs, renforçant ainsi la nécessaire harmonie entre homme et nature. L'analyse détaillée de Philomèle ouvre une vaste réflexion sur la manière dont le mythe du déluge continue d'évoluer au sein des cultures et s'ancre dans la conscience moderne. Elle invite à considérer ces récits comme des outils précieux pour une sagesse collective, capables d'éclairer nos questions existentielles dans un monde en perpétuel changement. C'est dans cette lumière que le récit ancestral déploie sa signification la plus profonde. Ainsi, les récits millénaires portés par Ézéchiel, Astérion, Salomé, Théodore, Gaël, Cléandre et Mireille convergent vers une vision commune. Le déluge est une métaphore vivante qui reflète les cycles de destruction et de renouvellement de la condition humaine. Cette compréhension invite à un apaisement intérieur et une vigilance extérieure. Deux attitudes clés
pour traverser les défis du présent. À mesure que cette réflexion s'étoffe, elle ouvre la voie à la prochaine approche qui permettra d'explorer les dimensions archétypales du déluge, en approfondissant les symboles et leurs effets sur l'inconscient collectif. Ce passage à l'étude des structures profondes du mythe assurera un prolongement naturel à cette méditation sereine sur le poids du passé et la promesse de renouveau. Le déluge dans l'art et la littérature. Le mythe du déluge a traversé des siècles et des civilisations, sculptant l'imaginaire collectif de l'humanité de manière profonde et durable. Mireille, notre conteur apaisant, invite à un voyage tranquille parmi les œuvres d'art et les écrits qui ont immortalisé ce récit fondamental. En parcourant le temps, on découvre comment des artistes et des écrivains, influencés par l'observation des forces naturelles et par la sagesse des anciens, ont donné forme à cette histoire universelle. Astérion, le gardien symbolique des mémoires flaudées, veille sur ces représentations qui révèlent moins un événement historique qu'une quête humaine de sens. L'art pictural recèle de nombreuses illustrations fascinantes, souvent utilisées pour transmettre les leçons de survie et d'espoir liées au déluge. Salomé, exploratrice des récits et traditions universelles, souligne la diversité des styles et des contextes. Des fresques mésopotamiennes où Utnapishtim construit une arche immense aux tableaux européens représentant l'arche de Noé flottant sur les eaux, chaque image traduit quelque chose de spécifique à la culture qui l'a produite. L'art devient ainsi un miroir des époques et des croyances, un langage silencieux mais puissant inscrit dans la pierre, la toile ou le parchemin. Théodore, historien des civilisations oubliées, rappelle que ces représentations ne sont jamais anodines. Elles témoignent d'une inquiétude constante face aux catastrophes naturelles et d'une tentative de maîtriser l'inexplicable. Dans l'Égypte ancienne, certaines scènes funéraires évoquent des inondations symboliques, images préfigurant peut-être l'idée du déluge comme purification et renouveau. Les civilisations du bassin méditerranéen, notamment les Grecs avec leur déluge de Deucalion, réinterprètent également ce mythe selon des valeurs propres à leur monde, mêlant divin et humain dans un récit de destruction et de renaissance. Philomène, analysant des significations mythologiques, met en lumière les nombreuses couches de sens que recèle le mythe du déluge. Au-delà du simple récit d'une catastrophe, il incarne l'équilibre entre l'homme et la nature, la punition des excès et la possibilité d'un nouveau départ. Les motifs récurrents, comme la construction d'un refuge ou la survie des élus, parlent d'une volonté universelle de résilience. Le mythe alimente ainsi une symbolique riche, expliquée et interprétée différemment selon les époques, les lieux et les auteurs. Toujours ancrée dans la recherche d'un enseignement profond. Gaël, observateur des forces naturelles et cosmiques, rappelle que ce succès iconographique repose sur la pertinence d'un thème universel. Le déluge, en tant que phénomène cataclysmique, incarne la puissance inévitable des éléments et la fragilité humaine face à eux. Cette fascination pour l'eau déchaînée, la force implacable et le chaos originel trouve une résonance dans de nombreuses œuvres, des sculptures antiques aux œuvres contemporaines, révélant la permanence de cette expérience psychologique. Nature et culture se répondent, montrant comment l'homme a cherché à dompter la peur par le récit et la représentation. Cléandre, sage interprète des signes et présages, propose ainsi une lecture attentive des œuvres où le déluge apparaît. Souvent associé à la notion de purification et de recommencement, il relate également l'importance des symboles complémentaires tels que l'arc-en-ciel, promesse de la fin du désordre. Ces représentations artistiques renvoient donc à des messages d'espoir, soulignant que derrière la destruction se cache la possibilité d'un avenir renouvelé. Mireille souligne combien ces images agissent comme des ponts entre le passé mythique et les préoccupations contemporaines, évoquant une continuité sensible dans la mémoire humaine.
Le récit du déluge a aussi trouvé une place importante dans la littérature à travers les âges. Mireille évoque calmement ces textes qui, sans exubérance dramatique, ont décrit les événements avec foi en la sagesse du mythe. Les auteurs anciens, des scribes mésopotamiens aux chroniqueurs religieux, ont retranscrit ces histoires pour passer des leçons fondamentales sur la nature humaine et les interactions avec le divin. Chaque version, que ce soit celle de Noé, d'Utnapishtim, de Manu ou de Deucalion, offre ainsi son regard particulier, mais toujours dans une optique de compréhension et de transmission. Dans l'Antiquité, les poèmes épiques, tels que l'épopée de Gilgamesh, incluent des descriptions détaillées du déluge, enrichies par des réflexions sur la mortalité et la survie. Théodore rappelle que cette œuvre illustre comment la littérature antique mêle récits mythologiques et enseignements, donnant au mythe une fonction éducative et philosophique. Le style, sobre et mesuré, invite à la réflexion plutôt qu'à la simple émotion. Plus tard, la Bible réinterprète ce thème de manière structurée, inscrivant le déluge dans un cadre moral et historique qui a profondément marqué la culture occidentale. Les traditions littéraires orientales, avec leur richesse narrative, apportent une autre dimension, souvent empreinte de sagesse et de symbolisme. Salomé souligne que les textes hindous, comme ceux décrivant Manu, proposent une vision cyclique des catastrophes, inspirant la littérature par leur conception du temps et du renouvellement. Ces récits, transmis oralement puis écrits avec soin, témoignent d'un engagement à préserver la mémoire collective tout en enseignant l'importance de l'adaptation face aux aléas du monde. Philomèle insiste également sur les implications psychologiques de ces textes. Le déluge devient dans la littérature un miroir des angoisses profondes de l'humanité, un moyen de projeter et de dénouer les tensions existentielles. L'écriture apaise, offre un cadre ordonné au chaos et permet une méditation silencieuse sur les cycles de destruction et de renouveau qui rythment la vie. Mireille, sentant ce calme s'installer, fait écho à cette douceur nécessaire, invitant chacun à une écoute rassurante loin des tumultes. Dans le domaine contemporain, Gaël remarque que le mythe continue d'inspirer, notamment dans les romans, les essais et même la science-fiction. Les auteurs actuels revisitent ces histoires en y intégrant les enjeux écologiques et sociaux, témoignant d'une prise de conscience nouvelle des dangers naturels. Leur approche, tout en respectant la trame mythologique classique, ouvre également vers des réflexions actuelles sur la protection de la planète et la quête d'un équilibre durable. Cet héritage montre combien le déluge reste une source inépuisable d'inspiration et de méditation. Les arts figuratifs modernes n'échappent pas à cette influence. Mireille décrit avec douceur les installations, les sculptures et même les œuvres numériques qui reprennent le déluge comme thème central. Ces créations, parfois abstraites, suggèrent une interprétation plus personnelle et introspective, explorant les notions d'isolement, de transformation et de mémoire. Elles s'inscrivent dans une continuité historique tout en proposant une lecture renouvelée, souvent en résonance avec les questionnements contemporains sur la nature et l'existence humaine. Cléandre insiste aussi sur le rôle des interprètes et des critiques dans la valorisation du mythe du déluge. Leur travail permet de décoder les symboles, de révéler les liens entre les différentes représentations et d'enrichir ainsi notre compréhension collective. Cette démarche souligne l'importance de la transmission culturelle et de la réflexion continue sur ces récits anciens. Mireille, dans sa fonction de conteur, incarne cette volonté de faire perdurer la mémoire en l'enveloppant d'un voile de sérénité et de continuité. En traversant les âges et les formes d'expression, le récit du déluge témoigne de la richesse et de la complexité de la relation entre l'homme et son environnement. Mireille termine cette évocation paisible en insistant sur la dimension universelle et intemporelle de ce mythe. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire parmi d'autres, mais d'un fil conducteur reliant différentes cultures,
persistant dans la conscience collective comme un rappel de notre fragilité et de notre capacité à reconstruire. Le récit se prolonge ainsi naturellement vers une réflexion plus large sur les récits fondateurs, enseignements et messages universels. Ézéchiel, en observateur attentif des récits antiques, remarque que le mythe du déluge traverse les cultures avec une constance remarquable. Salomé, exploratrice des traditions, avance que cette duplicité narrative éclaire une sagesse ancienne, non pas pour effrayer, mais pour inviter à la réflexion tranquille. Astérion, gardien symbolique, conserve en silence les mémoires submergées, témoignant d'une humanité confrontée à la force bouleversante des eaux. Théodore, historien des civilisations oubliées, rappelle que ces récits ne sont pas de simples fables, mais des échos d'événements réels ou métaphoriques qui parlent des crises profondes vécues par les sociétés antiques. Philomène analyse la portée symbolique du déluge, où l'eau, agent de destruction, devient aussi source de purification, un cycle naturel et spirituel renouvelant la vie. Gaël observe les liens entre ces mythes et les phénomènes naturels, comme les pluies abondantes, les inondations ou les changements climatiques, soulignant ainsi leur socle réaliste. Cléandre, sage interprète, voit dans le déluge un présage et une leçon. Ces récits incitent les hommes à un équilibre durable entre eux-mêmes et leur environnement. Mireille, conteuse apaisante, diffuse cette vérité avec douceur. Elle sait que le déluge, au-delà du cataclysme, véhicule un message d'espoir et de continuité. Il enseigne la résilience et la capacité humaine à reconstruire dans le calme après la tempête. Cette sagesse traverse le temps, un chant silencieux pour les âmes en quête de paix. Ainsi, Salomé conclut que le mythe incarne une méditation sur la condition humaine, une invitation à écouter la nature et à comprendre ses cycles. L'évocation du déluge dépose en nos esprits la certitude que malgré la violence apparente, le monde recèle un ordre profond où le chaos laisse place au renouveau. Ézéchiel souligne que l'attention portée à ces récits multiples révèle une conscience universelle, partagée par des peuples éloignés mais unis dans cette expérience symbolique. Astérion rappelle que la répétition du thème dans diverses cultures, des terres mésopotamiennes ou Utnapishtim survit au déluge, à la figure biblique de Noé, en passant par le mythe grec de Deucalion, témoigne de la richesse d'un héritage commun. Théodore note que les variations soulignent l'adaptation locale des mythes. Chaque version conserve l'essence du message tout en reflétant les particularités géographiques, sociales et spirituelles des communautés qui les portent. Philomène explique que cette multiplicité illustre une même quête, comprendre l'origine des catastrophes et leur sens profond. Le déluge apparaît alors comme une métaphore de la purification nécessaire à toute société confrontée à ses excès. Gaël ajoute que cette vision est renforcée par la compréhension des cycles naturels, où l'eau, élément vital, peut devenir destructeur, imposant à l'homme la reconnaissance de sa fragilité et le respect des équilibres terrestres. Cléandre ajoute que ces récits proposent aussi une réflexion sur le rapport au temps et à l'histoire. Le déluge marque souvent une coupure, un point de bascule entre un monde ancien et un nouvel ordre. Il invite à une lecture attentive des signes et à une sagesse fondée sur l'expérience collective. Mireille conclut ces histoires en rappelant que, dans toutes ces versions, la fin apporte un renouveau, une terre promise surgissant des eaux, symbole éternel d'espoir et de vie. Salomé invite alors à accueillir ces récits sans crainte, mais avec sérénité. Ils ne sont pas des annonces de fin, mais des témoignages d'une sagesse tranquille qui enseigne la patience et la prudence. Ézéchiel évoque la nécessité de transmettre ce savoir à travers les générations comme un trésor précieux que les voix du passé confient aux auditeurs d'aujourd'hui. Astérion médite sur la symbolique des eaux qui engloutissent, rappelant que l'oubli peut être un passage nécessaire pour faire place à la mémoire renaissante.
Théodore insiste sur l'importance de cette transmission pour comprendre les forces qui ont modelé les destinées humaines. Philomène souligne que ces mythes invitent à un dialogue entre la raison et la foi, entre les faits historiquement établis et les interprétations symboliques. Gaël salue la force de la nature et l'humilité qu'elle impose. Il observe que les mythes du déluge enseignent la reconnaissance de notre place dans un univers plus vaste, soumis à des lois parfois incomprises. Cléandre rappelle que le signe du déluge est aussi celui d'une purification intérieure, d'une invitation à renouveler sa propre identité en harmonie avec le cosmos. Mireille, en voix douce, conclut que ces histoires, au-delà de leur portée historique ou mythologique, deviennent des contes apaisants. Elles accompagnent la pensée vers un repos calme, invitant chacun à goûter la leçon du temps et des cycles inexorables. Salomé s'achève sur cette note de paix intérieure, prête à laisser place à la suite, où la lumière apparaîtra après les eaux tumultueuses. Conclusion et méditation sur le temps et la mémoire. L'histoire du déluge universel persiste à travers les âges, ancrée dans la mémoire collective de nombreuses civilisations. Ézéchiel, en observateur silencieux de ces récits anciens, invite à une réflexion apaisée sur la manière dont ce mythe continue d'habiter nos esprits. Les récits, portés par Salomé, traversent les continents et les époques, convergent vers une symbolique commune qui interroge la nature des catastrophes et la résilience humaine. Astérion, gardien symbolique des mémoires immergées, veille sur ces histoires noyées dans les eaux du temps. Il rappelle que le déluge, partout évoqué, n'est pas simplement une rivière de destruction, mais aussi une source de purification et de renaissance. L'eau, élément dominant, incarne la force qui efface ce qui est ancien pour laisser place à une nouvelle germination. Théodore souligne la richesse des variations de ce mythe d'une civilisation à l'autre. En Mésopotamie, Utnapishtim survit à l'engloutissement du monde par les eaux, jouant un rôle crucial dans l'épopée de Gilgamesh, alors qu'en Inde, Manu se tient sous la protection du poisson divin, responsable de préserver la vie humaine. Ces figures émergent comme des témoins immortels du lien étroit entre l'homme et la nature, reflet d'une conscience ancienne qui perçoit les cycles cosmiques. Philomène analyse la profondeur symbolique des récits, où le personnage du déluge incarne souvent la colère divine ou le cours inévitable du temps. La purification évoquée est double, affectant à la fois l'univers matériel et l'esprit collectif. Dans chaque légende, la pluie torrentielle est paradoxalement porteuse de sagesse profonde et d'une invitation à la renaissance morale. Gaël, fidèle observateur des forces naturelles, rappelle que les grandes inondations ont ponctué l'histoire géologique et humaine. Les crues majeures de certains fleuves ont durablement marqué les terroirs, mais ont aussi inspiré la poésie des mythes. Le lien entre ces événements et les récits mythologiques semble témoigner d'une prise de conscience primitive de l'équilibre fragile entre l'homme et son environnement. Cléandre, en sage interprète, évoque les présages cachés dans les textes anciens. Le déluge s'inscrit dans une logique cyclique, répétée par la nature, un avertissement permanent sur la vulnérabilité de la civilisation face aux forces cosmiques. Cette perspective cyclique invite à une humilité profonde, incitant à méditer sur le rapport entre passé et présent, entre mémoire et avenir. Enfin, Mireille, conteur apaisant des légendes, fait entendre la voix tranquille de ces récits immémoriaux. Elle montre que le déluge, loin d'être uniquement un événement catastrophique, est une métaphore du temps qui engloutit et renouvelle sans cesse, un murmure continu dans l'histoire humaine qui invite à la paix et à la contemplation. Cette métaphore trouve un écho particulier dans nos sociétés modernes confrontées aux défis écologiques et sociaux. La mémoire collective, sous la garde attentive d'Astérion, conserve ainsi ses récits sous la surface des générations. Ils constituent un patrimoine immatériel, universel et essentiel,
qui structurent notre compréhension du monde. Ézéchiel, en narrateur, insiste pour que l'on considère ces histoires non comme des reliques figées, mais comme des vecteurs de sens qui continuent de nourrir notre humanité. Il est fascinant de constater la présence constante de motifs similaires à travers les cultures. Que ce soit la construction d'une arche, la sélection d'êtres vivants pour préserver la vie, ou encore la pluie incessante, les parallèles intriguent et soulèvent la question des échanges anciens entre civilisations. Théodore montre que ces motifs sont aussi des traces d'une mémoire profonde des forces naturelles et des catastrophes qui ont façonné notre planète. Philomène ajoute que derrière la diversité apparente des légendes, il existe une trame commune qui révèle les préoccupations universelles: la destruction, la survie, la reconstruction. Les mythes du déluge sont bien plus que des contes anciens. Ils sont des clés pour appréhender les cycles historiques et naturels, ainsi que les mécanismes de la mémoire sociale collective. Gaëlla apporte un éclairage scientifique calme, mettant en parallèle les mythes avec les données paléoclimatiques. Les variations du climat, les inondations majeures, les modifications de la surface terrestre peuvent fournir un terrain réel aux légendes racontées par les anciens. Cette alliance de la science et du mythe enrichit la compréhension et démontre la profondeur des racines historiques de ces récits. Cléandre rappelle aussi que nombreux sont les peuples qui utilisent ces histoires pour enseigner des leçons morales profondes, soulignant la nécessité du respect envers la nature et la prudence face à ses caprices. Cette sagesse ancestrale trouve aujourd'hui une résonance nouvelle face aux enjeux environnementaux contemporains. Au fil du temps, Mireille poursuit la transmission, sa voix douce apaisant les esprits tout en maintenant vivantes ces images du passé. Le déluge devient alors moins un événement dramatique qu'un souffle, un passage symbolique qui invite à la réflexion sur le temps et la continuité. Sa narration guide vers une méditation tranquille sur l'impermanence et la transformation. Ézéchiel conclut en insistant sur la nécessité d'accueillir ces récits avec un esprit ouvert. Le mythe du déluge nous rappelle que la mémoire humaine est vaste, complexe et souvent cyclique. Dans cette lente démarche, il invite à une contemplation du temps où passé et présent s'entrelacent, révélant les liens invisibles qui maintiennent ensemble les histoires, les hommes et leur environnement. Il est essentiel de considérer que chaque nouvelle génération réinterprète ce mythe à travers son propre prisme, enrichissant ainsi la mémoire collective. Dès lors, le déluge reste présent non pas comme un simple souvenir lointain, mais comme un symbole vivant des cycles de la vie et de la nature. Ce regard calme et posé sur le mythe, offert par Ézéchiel et appuyé par ses compagnons, ouvre un espace de méditation où les mythes anciens se transforment en de profondes invitations à comprendre le monde. Cette ultime étape du voyage narratif nous conduit vers une sagesse tranquille, prête à nourrir la réflexion qui suivra encore longtemps. Alors que les eaux s'apaisent doucement sur le récit, une nouvelle exploration se dessine à l'horizon, une invitation à plonger dans les origines des récits qui ont modelé notre imaginaire. La mémoire du déluge, patiemment conservée et interprétée, se poursuit ainsi dans le flux incessant du temps, prête à accueillir la prochaine page de cette aventure humaine et mythologique.